et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse. Ici on parle tendance de marché et vie des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Frédéric Bracq, fondateur et directeur général de Médian Technologies. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, je le rappelle, en bref, Médian, c'est une medtech spécialisée dans le traitement informatique de l'imagerie médicale par intelligence artificielle. La société, elle est structurée autour de deux grands pôles. ICRO, les services fournis aux laboratoires pour les aider à évaluer la réponse au traitement dans le cadre des essais cliniques. Et la plateforme iBiopsy, centrée autour de nouveaux biomarqueurs non invasifs. Vous allez sans doute y revenir, expliquer ça bien mieux que moi. Mais tout d'abord, on est là pour commenter une actualité très riche et très positif pour Médian, à commencer par la plus récente, puisque la société a été confirmée comme, je cite, fournisseur privilégié d'un des laboratoires pharmaceutiques membres du top 3 au niveau mondial et sélectionné pour mettre en œuvre la stratégie d'imagerie de ce client dans les essais cliniques sur des indications phares en oncologie. Bon alors moi Frédéric, je sais que vous ne pouvez pas me dire parce que c'est confidentiel, mais quand on me dit top 3, je pense à Roche, Pfizer, Johnson & Johnson. J'ai envie de vous demander ce que représente cet accord pour Médian en termes de débouchés, de secteur, aussi parce que c'est dans un domaine très pointu, très compétitif, celui de l'oncologie. J'imagine en tout cas que c'est une grosse satisfaction. Oui, alors tout d'abord, on n'a pas le droit de dévoiler voilà, le nom du client ne saura pas. Pour des raisons de confidentialité. Il n'y aura pas de scoop dans l'Actu Bourse aujourd'hui. Voilà, non. Mais évidemment, c'est un accord très structurant pour nous parce que c'est un des tout plus grands acteurs au monde dans le domaine de l'oncologie. Donc, il représente un pipeline très soutenu. Ils font beaucoup d'essais cliniques sur un tas de nouvelles molécules dans un tas d'indications pour le cancer. Et donc pour nous, c'est une excellente nouvelle parce qu'ils nous ont fait confiance pour toutes leurs phases 3, qui sont les phases absolument clés pour tous les labos pharma. C'est les données qu'ils vont soumettre pour homologation. Pour l'autorisation de mise sur le marché. Absolument. Et ça, c'est vraiment une marque de reconnaissance de la qualité qu'on est capable de produire. Donc on travaillait avec ce client déjà depuis un certain moment. Et là, on est vraiment passé à une étape supérieure dans toute la relation avec eux. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre aussi la reconnaissance des tout plus grands labos pharma, de la qualité qu'on est capable d'apporter par rapport à nos concurrents et qui va évidemment, pour nous, se traduire en potentiellement une forte augmentation du nombre d'essais cliniques qu'on va traiter avec eux et en général. Et c'est un modèle qu'on compte évidemment répliquer avec d'autres labos pharma aussi. Et ce que je mettrais en exergue aussi, c'est que ce qui était intéressant, c'était la qualité des travaux qu'on est capable d'apporter au niveau de ICRO, mais c'est aussi le lien avec l'activité iBiopsy. Ils étaient très intéressés par tous les travaux qu'on fait dans l'intelligence artificielle, parce que ça peut avoir un énorme impact sur la manière dont ils sont capables de trier des patients d'entrée d'une étude pour mieux prédire qui va répondre, qui ne va pas répondre à un traitement, et s'assurer de meilleures chances de succès de leur molécule. Donc ça fait aussi le lien entre les deux pôles de votre activité. Alors vous le disiez, pour vous, ça peut être de nature, ça justement, à générer peut-être d'autres accords avec des acteurs de premier plan ? Oui, parce que clairement, il est tellement reconnu qu'à la fin, même si je ne peux pas le dire, il y a les bruits. Ça va se savoir. Ça commence au moins dans le milieu aussi, concerné. Même la qualité des travaux qu'on est capable d'apporter, mais surtout le différenciateur, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement une société de services. Nos concurrents font un très bon travail, j'en suis sûr, c'est des grandes sociétés de services, voilà. Mais nous, on apporte quelque chose de très différent qui est lié à la technologie. Comment est-ce que la technologie peut les aider à mieux comprendre l'effet de leurs médicaments, sur qui va marcher, etc. Ben, ça, c'est les grands enjeux de tous les labos pharma. Donc, quelque part, quand on y pense, ce différenciateur, il est assez unique pour Médian. Parce que les autres ne peuvent pas se réinventer en tant que société de technologie. Nous, c'est notre ADN. On est une société de technologie au départ qu'on a adaptée à différents services. Donc nous, c'est notre cœur d'ADN. Donc on est vraiment dans la lignée de ce que recherchent les labos pharma aujourd'hui. Ouais, et puis c'est vrai qu'avoir une phase 3 sans doute possible avec des données très claires, très sûres, c'est aussi le gage quasiment d'une autorisation de mise sur le marché qui se passe bien derrière. Oui, en plus, les instances réglementaires deviennent de plus en plus difficiles. C'est-à-dire, si on regarde aujourd'hui toutes les nouvelles classes de médicaments en oncologie qui font rêver tout le monde dans l'immuno-oncologie, aujourd'hui, on est à peu près à 25% de répondeurs, c'est-à-dire 75% de gens qui ne répondent pas à leur traitement. Donc, est-ce que les technologies telles que l'intelligence artificielle peuvent aider à prédire qui va répondre et qui ne va pas répondre? Ça, c'est des enjeux majeurs pour eux. Ça veut dire qu'ils peuvent adapter la molécule à certains types de réponses de patients et avoir beaucoup plus de chances de succès. Donc, c'est énorme bénéfice pour le patient, évidemment, mais très grand bénéfice pour les labos pharma qui développent leurs nouvelles molécules. On voit bien l'intérêt stratégique que ça peut avoir. Dites-moi, Frédéric, comment ça va se traduire? On a parlé plus d'essais cliniques. Comment ça va se traduire dans les comptes de Médian dans les années qui viennent? Alors là, je ne peux pas donner encore trop d'informations non plus, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on va gérer un grand nombre de leurs phases 3, leurs phases critiques.
dans un certain nombre d'indications. Donc évidemment, ça veut dire qu'on va vraiment monter à une puissance largement supérieure que ce qu'on avait avant avec ce client. Et c'est plus qu'une continuité, c'est vraiment passer à une étape supérieure et il va y avoir une forte augmentation du volume d'affaires qu'on va faire avec eux. Ça, voilà, on ne peut pas encore parler de chiffres, mais on sait que ça va être significatif. Ça, je pense que voilà. Première bonne nouvelle, cet accord important. L'autre bonne nouvelle, là aussi, publication annonce récente, elle concerne justement eBiopsy, dont je parlais dans mon lancement. Oui. Au début du mois de septembre, vous avez publié des résultats qui montrent des performances qualifiées, je cite, d'exceptionnelles, dans le dépistage du cancer du poumon. Vous me voyez venir, qu'est-ce qu'elles ont d'exceptionnel, ces performances, par rapport à ce qui existe aujourd'hui? Alors déjà, pour mettre ça dans son contexte, le cancer du poumon est le cancer qui tue le plus de tous les cancers. Ça tue presque plus que tous les autres ensemble. Et le taux de mortalité à 5 ans est extrêmement élevé. C'est-à-dire si vous n'êtes pas diagnostiqué en stade 1, c'est quasiment 95% de mortalité. La seule chose qu'on connaît, c'est que si on diagnostique à temps, on est capable de sauver le patient. C'est simplement une résection, on enlève la tumeur et puis voilà. Une fois que ça va dans le sang, ça devient des métastases, c'est une toute autre maladie et c'est une course contre le temps. Et aujourd'hui, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de symptômes. La seule chose qu'on sait qui est capable de sauver les patients, c'est de faire un dépistage du cancer du poumon. Et là, il y a des très grandes études épidémiologiques qui ont été faites pour montrer qu'avec l'imagerie, comme on fait pour la mammographie par exemple, un scanner peut détecter très tôt des petites lésions à un stade précoce. Le problème, c'est que vous voyez quelque chose à l'image, vous ne savez pas ce que c'est. Quand vous le regardez, c'est une information anatomique, vous n'avez pas la biologie derrière. Et donc, ça crée beaucoup de ce qu'on appelle des faux positifs, des gens à qui on a trouvé quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est. Et du coup, on va faire des biopsies, ou on va leur demander de revenir, etc. Donc, ça crée un tas de procédures inutiles, finalement, parce que les patients, dans la plupart des cas, n'avaient rien. Et bien, nous, on a réussi à faire ce qu'on appelle une biopsie virtuelle, c'est-à-dire qu'on a réussi à caractériser si la lésion était maligne ou bénigne. D'accord. Donc là, pareil, le doute est réduit à sa portion congrue. Absolument. Là, on arrive presque à des résultats meilleurs que les biopsies traditionnelles. Biopsie traditionnelle, c'est une ponction, c'est un acte chirurgical. Oui, c'est un acte invasif. Complètement invasif. Et dans les poumons, dangereux aussi. Et c'est très compliqué parce que vous ne savez pas exactement où prendre la ponction, etc. Et une tumeur, elle n'est pas homogène. Elle peut avoir plein de différentes caractéristiques. Donc, même si vous prenez dans la tumeur, est-ce que vous savez si c'est représentatif de la tumeur ou pas? Donc là, nous, avec le système d'intelligence artificielle, où nous, on regarde tout l'organe, pas simplement la tumeur, on va regarder tout le poumon. Donc on arrive à capter des choses qui sont le système immunitaire, par exemple, de voir quelle activation du système immunitaire, etc. Et donc on arrive à un taux de précision qui est tout juste exceptionnel, je le répète, c'est vraiment exceptionnel. Et l'impact que ça a, ça veut dire que tout d'un coup, on est capable de mettre en place des grands programmes de dépistage à grande échelle et gérer ça. Il faut comprendre, par exemple, aux États-Unis, maintenant, le dépistage du cancer du poumon est prescrit et remboursé. Il y a à peu près 15 millions de personnes aujourd'hui qui sont éligibles au dépistage cancer du poumon. Ça va passer à une trentaine de millions d'ici la fin de l'année aux États-Unis. L'Europe se prépare. On parle de 34 millions de personnes qui vont être éligibles à ça. Mais pour pouvoir gérer ça à grande échelle, il faut être capable de dire si ce qu'on regarde, si c'est des dépistages performants, en fait, c'est ça. Exactement. Et là, l'impact est colossal parce que ce qu'on a réussi à démontrer, pas nous, c'est les grandes études épidémiologiques qui ont été faites par le ministère de la Santé américaine ou la communauté européenne. C'est des études qui ont duré 15-20 ans. C'est qu'on arrive à réduire proche de 40% la mortalité en cancer si on arrive à les attraper de manière précoce. Donc c'est sans aucune commune mesure. Il n'y a pas de traitement comme je disais. Donc de toute façon, là, il faut en passer par là pour avoir des impacts significatifs. Extraordinaire pour les patients. Extraordinaire. Quel développement futur vous allez donner à eBiopsy dans cette indication précise? Comment vous allez gérer la suite maintenant des choses? Alors là, on a fait cette partie-là qui était dans la caractérisation. Donc c'était le problème le plus complexe. On s'est attaqué à ce qui était le plus complexe dès le départ, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable, en regardant l'image, de dire si c'est malin ou bénin. Maintenant, c'est la partie détection. Donc là, on va combiner les deux, c'est-à-dire qu'on aura une solution qui va détecter les lésions et ensuite les caractériser. Et donc ça va permettre de pouvoir gérer un programme de dépistage à très grande échelle, où que soient les patients. Et donc, et ensuite, on va discuter avec la FDA, c'est ce qu'on va commencer à faire à partir de mi-décembre. L'autorité de santé américaine, oui. Voilà, pour les autorisations de mise sur le marché, on va faire pareil avec les autorités européennes, pour déterminer avec eux l'étude pivot, donc l'étude finale qu'ils vont nous demander pour pouvoir avoir la mise sur le marché. Donc ça, on va commencer ces discussions avec eux à partir du mois de décembre.
Et en parallèle, je vous rappelle qu'on fait le même genre de démarche pour le cancer du foie. Même problématique, hein. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de symptômes. La seule chose qui peut sauver les patients, c'est de le trouver de manière précoce. Ça, c'est la 3e cause de mortalité en cancer aujourd'hui, c'est le cancer du foie. Avec des espoirs identiques? Mais est-ce que vous avez quasiment la même chose, oui. C'est que si on arrive à les trouver de manière précoce, on a évidemment beaucoup plus de chances de sauver le patient. Bon, 2 accords structurants, enfin un accord structurant, une très bonne nouvelle, des très bonnes nouvelles dans le pipe. Vous étiez venu précédemment sur le plateau de Boursorama, le cours a bien progressé depuis, et puis là, suite à ces annonces quand même assez majeures, il y a eu assez peu de mouvements sur le titre, mais paradoxalement, il y a eu des gros volumes. On n'a pas forcément compris ce qui s'était passé. Vous avez peut-être des éléments d'explication. Déjà, par rapport à il y a un an où j'étais passé, où le cours était à 3,60, on est à 14 aujourd'hui. Là, oui. Donc il y a quand même une bonne progression. Mais c'est un effet purement mécanique. Alors, dommage pour le timing, mais c'était... on avait émis déjà il y a 8 ans des varants lors d'une augmentation de capital qu'on avait fait. En fait, c'était en 2014. Et ces varants arrivent à expiration en décembre, maintenant. D'accord. Et donc, c'était la dernière 2 semaines pour les gens pour les exercer. Et la plupart de ces fonds sont des fonds qui sont arrivés en liquidation. Ils avaient investi en 2014. Ils ont déjà rendu l'argent aux investisseurs. Et là, il leur restait ces varants qu'ils ont exercés. Mécaniquement, ils ont dû vendre pour rendre l'argent aux investisseurs. Donc ça a lesté un peu le cours à court terme, voilà, pour le dire très simplement. simplement. Un grand volume, très grand volume, dans un laps de temps assez court. C'était dommage que c'est venu pendant ces news-là. Moi, je pensais vraiment qu'il allait avoir une belle réaction du marché. Une très bonne réaction, mais maintenant, tout ça, ça a été quelque part, c'est bien, ça a été épuré. Et puis, ça donne aussi plus de flottant aussi. Donc ça aussi, ça va être intéressant parce que ça va permettre d'avoir une meilleure animation sur le cours aussi. Donc je suis très optimiste maintenant que ça s'est fait, que le cours va reprendre sa voie normale et remonter là où il devrait être. Bon, en tout cas, c'est plus clair sur ce qui s'est passé, peut-être pour les gens qui se demandaient, tiens, pourquoi ça ne réagit pas plus? On a une explication. Pour finir, Frédéric, quels sont les prochains grands rendez-vous que vous donnez aux investisseurs qui nous regardent, peut-être pour les 6-8 mois à venir? Alors, on va produire le même genre de publication qu'on a fait là pour la caractérisation, on va le faire pour la détection. Ça va se faire fin de cette année ou peut-être tout début de l'année prochaine. Pour le cancer du foie, ça sera dans le courant de l'année prochaine. Pour la NASH aussi, parce qu'on travaille sur la NASH. Là encore, il y a toujours le même fil rouge. Vous n'avez pas de symptômes quand vous avez la NASH. C'est la stéatose non alcoolique du foie. Voilà, c'est lié à la maladie du foie gras. Et quand ça arrive à un certain niveau de fibrose dans le foie, c'est plus réversible et il n'y a pas de traitement. C'est trop tard. Par contre, vous le diagnostiquez à temps, c'est une question d'hygiène de vie. Vous arrêtez de manger des saloperies et vous faites un minimum d'exercice tous les jours et il y a une régénérescence du foie. Donc là, on va annoncer toute une série de résultats. Je crois que si on regarde sur ces 36 derniers mois, on a toujours fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Donc on compte vraiment. On a une feuille de route, on s'y maintient. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'annonce qu'on a faite par exemple sur e-biopsie. Elle peut se comparer à ce qu'ont fait les gens dans les biopsies liquides, parce qu'il n'y a que 2 ce qu'on appelle des marqueurs non invasifs. Un diagnostic non invasif, par définition, c'est-à-dire que ce n'est pas une ponction comme une biopsie. Pas obligé de faire. C'est soit une biopsie liquide, vous prenez un prélèvement sanguin, ou de l'imagerie. Alors les 2, ils ont leur pour et leur contre. Dans les biopsies liquides, vous ne pouvez pas trouver des marqueurs précoces, parce que par définition, quand c'est local, vous n'avez quasiment pas de dépôt cellulaire de tumeur tant que c'est local. C'est quand ça devient des métastases. Donc nous, on est beaucoup plus fort pour trouver quand c'est précoce, bien qu'eux se positionnent dans le diagnostic précoce aussi. Grail a été racheté pour 8 milliards, alors qu'ils se positionnent dans le même créneau que nous, et leurs résultats sont nettement inférieurs. Donc, là, vous nous dites en transparence ce que pourrait être la valorisation de Median, Frédéric. Mais ce qu'elle devrait être. Ce qu'elle devrait être. Absolument. Eh bien voilà. En tout cas, merci beaucoup Frédéric Bragg pour ces explications détaillées et très claires de l'actualité récente de Median Technologies. Merci à vous. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.